Maintenant que nous avons estimé la force résultante de pression et le point d'application de cette force résultante sur une paroi plane et oblique, nous allons passer au deuxième cas, dans le cas où vous avez une paroi cylindrique ou alors une paroi qui est curviligne, qui est courbée, c'est-à-dire. Dans notre cas, on s'intéressera à cette paroi-là inclinée, à cette paroi-là curviligne. C'est une vue en perspective, hein, d'accord? Donc vous avez le liquide là qui est retenu par cette paroi-là curviligne. Elle a la forme d'un cylindre, d'accord? Alors, euh, nous avons défini tous ces paramètres-là. Donc SH, S indice H, c'est la surface horizontale de la paroi AB projetée sur l'axe horizontal, EB. Alors EB, c'est celle-ci, hein, c'est l'axe horizontal. Donc, voilà, pour mieux comprendre. Donc je vais m'intéresser à cette paroi-là. Donc je vais prendre un élément de paroi, c'est-à-dire AB, hein, qui a la forme curviligne, d'accord? La largeur reste toujours constante, donc la largeur de cette paroi-là étant constante. Sur cette paroi-là, vous avez donc, je vais appliquer une force élémentaire D2F, une force élémentaire de pression, d'accord? Et je vais faire le même travail. Sauf que cette fois-ci, cette force-là, la particularité d'une force de pression, nous l'avons vu tout à fait au début du chapitre, que la force de pression est toujours perpendiculaire à l'élément de surface, c'est-à-dire elle est perpendiculaire à la surface. Donc si je prends cette force-là qui s'applique sur cette paroi-là, AB, vous allez voir que je peux la décomposer en deux forces, horizontale, FH, ou verticale, FV. D'accord? Donc FH et FB n'est rien d'autre que les projections de cette force résultante sur les deux axes, vertical et horizontal. ZG étant la profondeur du centre de gravité, P0 c'est la pression extérieure qui règne à la surface du liquide, FG c'est le poids du volume du liquide considéré, G c'est la position du centre de gravité de la paroi AB. Donc si je prends AB, le centre de gravité donné par l'intersection des diagonales, G, donc l'intersection vous donnera ceci. Et si je projette le point suivant l'axe vertical, qui est l'axe Z, j'aurai la coordonnée ZG. D'accord? Bien. Alors, une remarque, la pression exercée suivant la direction horizontale de part et d'autre CE et BD s'équilibre et s'annule. La détermination de la pression d'un liquide sur une paroi de forme quelconque est en général assez difficile. Le plus souvent, on a affaire à des parois cylindriques ou sphériques. Déterminant la force de pression totale sur le liquide exercée que le liquide exerce sur la paroi AB. Donc, nous allons voir quelle est la force de pression résultante qui s'applique sur cette paroi AB. Hein? Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? Considérons le volume du liquide compris entre la paroi AB et les surfaces verticales passant le contour de cette région et la surface libre du liquide, c'est-à-dire le volume ABCDA, et exprimons les conditions de son équilibre dans les directions verticales et horizontales. Si le liquide agit sur la paroi AB avec une force F, cette paroi agit à son tour sur le liquide avec une force égale mais dirigée en sens inverse. Cette force de réaction se décompose en deux forces, horizontale et verticale, FH et FV. Voilà. Donc pour équilibrer le système, donc je vais considérer cette paroi AB. Voilà. Donc je vais définir la masse de fluide qui s'applique dessus. Donc vous avez toute cette masse-là de fluide qui s'applique dessus. Donc vous avez le poids du liquide, Fg, qui s'applique sur... Donc le liquide exerce une force sur la paroi AB. À son tour, pour qu'il ait équilibre, il faut que la paroi lui résiste. Donc elle va exercer une force de réaction. Cette force de réaction, nous allons raisonner en termes de réaction. Cette force de réaction, je peux la décomposer en FV et FH. Et je vais dire que F,
c'est une force qui s'exerce sur la surface AB. Par contre, FV va s'exercer sur la surface horizontale qui est portée par EB. Par contre, la force horizontale F110H, c'est une force horizontale qui s'applique sur la projection de la section AB sur l'axe vertical. Dans notre cas, c'est EA. D'accord? Voilà. Et FG, c'est une force, c'est le poids du volume du liquide considéré. Voilà, c'est ce volume-là. C'est A, B, D, C et A. C'est le volume suivant de liquide qui s'exerce sur AB. Bien, donc les conditions de son équilibre, c'est-à-dire de la paroi AB, du volume ABCD, suivant la direction verticale étant FV égale, alors, nous allons équilibrer cette force FV. Cette force FV est égale à la force FG. C'est le poids du liquide qui s'applique. C'est-à-dire que FV doit équilibrer FG et il doit aussi équilibrer la force qui s'exerce à la surface libre du liquide, c'est-à-dire C à la surface de CD. D'accord? Donc, est égal à P0S, cette force-là qui s'exerce à la surface libre du liquide, étant la pression extérieure fois la section SH, d'accord, la section horizontale, d'accord, qui est la projection, qui est la projection de la section AB, c'est-à-dire de cette paroi complètement sur l'axe horizontal. Donc c'est P0 fois SH, plus, bien sûr, le poids FG. D'accord? Pour les conditions de son équilibre du volume de liquide suivant la direction horizontale, donc ça sera carrément, donc FH, vous voyez, FH va s'appliquer sur la section horizontale. D'accord? La section horizontale, c'est la projection de AB, si vous voulez, sur l'axe vertical. Donc, FH va s'exercer sur la section verticale. Et cette force de pression n'est rien d'autre que le poids des liquides, des couches de liquide superposées. Donc c'est P0 fois SH plus P0 fois la section pardon. C'est le poids du liquide. Alors, FH sera égal à P0, c'est la pression hydrostatique régnant à la surface libre, plus le poids de la colonne multiplié par SV. Nous l'avons vu tout à fait au début, quand on a estimé la force de pression qui s'exerce sur une paroi plane. Dans notre cas, cette paroi joue le rôle d'une paroi plane. Donc, la valeur de la force de pression n'est rien d'autre que le poids du liquide qui s'exerce dessus, plus la pression extérieure. Donc, c'est P0 plus ρGZG fois SV. Dans notre cas, c'est SV plus exactement. Bien. Donc, la force résultante de pression n'est rien d'autre que le module F, qui est la racine carrée des deux composantes, de la somme des deux composantes au carré. Remarque. La méthode de détermination de la force de pression sur la paroi cylindrique qui vient d'être exposée peut être utilisée pour les parois sphériques aussi. Dans ce cas, la force de pression résultante passe nécessairement par le centre de la sphère. C'est un cas particulier. Pour le cas suivant, là, vous avez la force qui ne passe pas forcément sur une paroi cylindrique, mais pour une paroi sphérique, elle doit nécessairement passer par le centre de gravité de la sphère. Ouais. Le dernier point, c'est le principe d'Archimède. Alors, pour le principe d'Archimède, avant de passer au principe d'Archimède, j'attire votre attention sur le premier cas. Une petite remarque, j'aurais dû le faire bien avant, mais ça n'en fait rien. Vous remarquez que là, le point d'application pour le calcul de force de pression régnant sur une paroi plane ou oblique, vous constatez que le point d'application de cette force-là est égal à ZG, c'est-à-dire c'est la position
du centre de gravité de la paroi au plus un petit quelque chose qui est le rapport des moments d'inertie sur le moment statique. Donc vous voyez, le point d'application de la force n'est pas nécessairement le centre de gravité. Il faut bien retenir cette remarque. Vous voyez que nous avons calculé au début la force résultante de pression. C'est vrai, vous voyez que Zg figure dans l'expression. Mais ce n'est pas le point d'application de cette force. Parce que le point d'application de cette force-là, nous venons de l'estimer, c'est Zp égale Zg plus quelque chose, qui est le rapport des moments cinétiques sur le moment statique. Donc le point d'application de la force, il est légèrement décalé vers le bas par rapport au centre de la gravité de la paroi. Regardez par exemple, ici le point d'application, le centre de gravité de la paroi, il est donné par l'intersection des diagonales. Donc vous avez G. Mais Zp, le point d'application de cette force de pression, il est légèrement décalé vers le bas. Pourquoi à votre avis? Eh bien parce que là, étant donné que la force de pression, elle est perpendiculaire à la surface, vous allez voir que la pression, ce point, la pression, quand vous allez vers le fond, la pression augmente. D'accord? La force de pression, donc nécessairement, augmente aussi. Donc la répartition n'est pas linéaire, elle est plutôt triangulaire, parce que si je prends un vecteur LNA, vous avez 0 sur la pression atmosphérique, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente, jusqu'à atteindre le maximum au niveau du fond. Donc là, vous allez voir que c'est une répartition qui est triangulaire. Et la répartition triangulaire, si je vous demande quel est le centre de gravité d'un triangle, vous allez me dire que il est à 2/3 de la hauteur. Si je prends un triangle, vous allez dire que c'est à 2/3 du haut et à 1/3 du bas. C'est ce qui fait que le centre de gravité n'est pas plutôt le point d'application d'équilibre, qu'on appelle aussi en mathématiques le barycentre. Ce n'est pas nécessairement le centre de gravité. Il est légèrement décalé. Donc là, on a la paroi. Pourquoi? Parce que la pression, tout simplement, c'est un phénomène naturel. Étant donné que c'est un phénomène naturel, nous ne pouvons pas le contrôler, ça augmente indéfiniment. La pression, quand on va vers le fond, elle augmente. Donc le point d'application de la force résultante doit être légèrement décalé vers le bas pour pouvoir atteindre l'équilibre de la paroi par rapport au liquide qui s'exerce dessus, la force qui s'exerce dessus. D'accord? Voilà. Le dernier point, c'est la poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède n'est rien d'autre que tout ce que nous venons de voir, c'est la pression hydrostatique. Vous avez un liquide au repos et quelle est la pression à une profondeur donnée, quelle est la valeur de la pression du liquide. Bien. Maintenant là, nous allons faire intervenir un corps étranger, un corps solide. Alors, quand on parle de poussée d'Archimède, cela veut dire tout simplement qu'on a un corps immergé ou bien un corps qui flotte dans le liquide ou qui est immergé dans le liquide. On ne parlera plus de pression hydrostatique, mais on parlera plutôt de la poussée d'Archimède, parce que vous avez un corps étranger dans un liquide. Mais toujours est-il, le liquide est toujours au repos, hein, c'est-à-dire le liquide est au repos. Hein. Vous allez donc mettre un corps à l'intérieur du liquide, un corps sphérique. Alors, pour déterminer cette poussée d'Archimède, on va décortiquer ce système-là en 2 sous-systèmes. 1 et 2. Je vais départager cette sphère en 2, une partie inférieure et une partie supérieure. Alors je vais dire que la résultante, la composante verticale de la pression du liquide sur la partie inférieure de la surface du corps FV1 est dirigée vers le haut et égale au poids du liquide contenu dans le volume AEBCDA. Donc FV1, c'est une force qui s'exerce à la surface inférieure du corps. C'est égal carrément au poids du volume du liquide contenu dans ce volume A, E, B, C, D. De même, pour que ce corps-là reste dans cet état-là d'équilibre, il faut que
ces forces-là doivent être équilibrées, c'est-à-dire la force, si vous voulez, verticale, doivent être équilibrées. Le bilan des forces verticales doit être équilibré. Bien, FV2 n'est rien d'autre que le volume du liquide, le poids du volume du liquide du haut, c'est-à-dire le volume, c'est A, F, B, C, D. D'accord? Alors, la force résultante n'est rien d'autre que la différence des deux. Donc, la poussée d'Archimède n'est rien d'autre que FV1 moins FV2, qui est égal à ρg fois les volumes V1 moins V2. Si je mets V1 moins V2, j'obtiens carrément le volume de la sphère, le volume intérieur de la sphère. Donc, c'est carrément ρgV. D'accord? Bien, l'énoncé du principe d'Archimède, qu'est-ce qu'il dit? Que tout corps plongé dans un liquide au repos subit de la part de ce liquide une poussée verticale de bas en haut égale au poids du volume du liquide déplacé. Ce principe s'applique aussi pour les corps flottants dans le cas où la poussée d'Archimède est supérieure au poids du corps. Donc finalement, la poussée d'Archimède n'est rien d'autre que le poids du volume du liquide déplacé. C'est-à-dire si vous avez un récipient contenant du liquide au repos, si vous mettez un corps à l'intérieur, vous allez nécessairement voir un changement. Ce changement est quoi? Vous allez voir que le volume du liquide contenu dans le récipient va augmenter, c'est-à-dire il y aura le niveau supérieur du liquide qui va remonter quand on met un corps dans le récipient. Cela veut dire que cette poussée-là d'Archimède n'est rien d'autre que le volume du liquide déplacé. C'est-à-dire, si vous avez une partie de ce corps qui est immergée dans le liquide, pour qu'il puisse occuper ce volume à l'intérieur du liquide, il doit déplacer le même volume à l'extérieur. C'est-à-dire, le fait de mettre un corps dans le liquide, il va s'enfoncer, et quand il s'enfonce, il va remonter un certain volume. Cela veut dire que le volume du corps du liquide, le volume du corps solide qui est dans le liquide, c'est aussi le même que le volume du liquide qui a été déplacé. C'est pour ça qu'on dit est égal au volume du liquide déplacé, au poids du volume du liquide déplacé. Donc c'est ρgV. Dans notre cas, la sphère a un volume V qui occupe dans le liquide. Donc la poussée derrière n'a rien d'autre que ρgV. Rho du liquide, bien sûr, ce n'est pas rho du corps, hein, la masse volumique du liquide, puisque la poussée d'Archimède, elle est créée par le liquide. Donc c'est rho du liquide qu'il a créé, ça peut être de l'eau, de l'huile ou autre chose, multiplié par G, la pesanteur, et multiplié par le volume du corps solide qu'il occupe dans le liquide. Dans notre cas, c'est le volume de la sphère, puisqu'il est complètement à l'intérieur du liquide. Il peut aussi flotter, ou bien il peut aussi être en profondeur, c'est-à-dire à la base, à la profondeur. Donc si le corps flotte, nous allons dire que la poussée d'Archimède l'emporte sur le poids du solide. Si, dans notre cas, le corps est immergé dans le liquide, c'est-à-dire comme cet exemple-là, nous allons dire que la poussée d'Archimède est égale au poids du corps solide. Si maintenant le corps solide est au fond du récipient, du système, c'est-à-dire qui le contient, nous allons dire que le poids l'emporte sur la poussée d'Archimède. Voilà, je pense que c'est clair.